Imaginé par Binge Audio. Quand on fréquente ce monde-là, il faut faire très attention. Parce que le curseur se déplace assez rapidement entre le bien et le mal. Nous, on le place en mec honnête, gentiment, bien au milieu. On sait à peu près où est la zone grise, etc. Bon, à fréquenter ces gens, évidemment, ils en font tellement, ils sont tellement dans l'illégalité que pour eux, il va y avoir des délits ou des choses qui vont leur sembler totalement anodines, en se disant « mais ça, c'est même pas illégal. » Si, c'est illégal, tu n'as pas à prendre la voiture de ce monsieur. Et au bout d'un moment, à les suivre, vous allez avoir la morale qui peut vaciller un peu aussi. À dire « oh, bah oui, finalement, c'est pas si grave vu tout ce que vous faites à côté. » Non, donc voilà, donc il y a des petits garde-fous moraux à essayer d'entretenir comme ça. Il faut revenir rapidement dans le monde normal. Moi, j'avais cette chance-là, c'est qu'à la maison, j'avais une famille. Et donc, du coup, quand je rentrais chez moi, j'avais quand même un référent honnête qui me disait « Non, il a l'air très gentil, ton copain, mais rappelons-nous quand même ce qu'il l'a envoyé en prison de longues années. » Ah oui, tu as raison. Donc, voilà. Donc ça permettait de temps en temps de garder un peu de lucidité sur ce monde. Il faut toujours garder ça à l'esprit, pas faire le malin. Il y a un moment, c'est le danger de toute façon là-dedans. C'est d'être trop à l'aise, de t'y croire, de te croire arriver au-dessus du truc, que tous les voyous vont bien t'aimer parce que tu serais une espèce de le journaleux de leur milieu, etc. C'est pas vrai. Il y a des mecs à qui tu mets la haine, il y a des jaloux, il y a des tailles, il y a des psychos là-dedans, il y a des cinglés. J'ai eu des gros voyous corses, c'est un gros voyou corse qui m'a menacé pour des histoires d'articles. Ça, c'était bien réglé, mais ces gens-là, tu vois, tu peux les toucher facilement. En revanche, t'as des gens plus dangereux. Tu vois, il y a un très gros narcos français dont j'ai parlé dans un livre. J'avais raconté des histoires sur lui. Personne ne savait, sauf ses 4 associés. Le mec l'a mal pris, a voulu savoir lequel des 4 associés m'avait parlé. Plus question pour le moment d'entrer par la porte principale de la prison de Saint-Gilles. Des barrières sont installées, des policiers surveillent, les ouvriers se dépêchent de sécuriser très vite la grande porte. Ce sont encore les stigmates de la tentative d'évasion qui a échoué. Il y a une tentative d'évasion. Les mecs attaquent une prison à Bruxelles. Il faut y aller quand même. À la calage, voiture bêlée, ils attaquent la tôle. Sortir un narcos. C'est pas le mien. C'est un collègue du mien. Et ils se font arrêter. Après, voilà, ça échoue. Et puis il y a des courses-poursuites, il y a des enquêtes. Il y a une partie de ce commando qui est arrêtée. Et il y a une avocate qui est arrêtée, une petite avocate française, qui était au parloir ce jour-là, qui est soupçonnée par les flics belges d'avoir donné le top départ. Elle est arrêtée. Elle fait 2 mois de prison en Belgique, cette avocate française. Et cette avocate dit en garde à vue, je devais servir d'appât pour enlever le journaliste Jean Pierre. Donc j'ai le FAST belge, c'est le GIGN belge qui m'appelle en me disant « Monsieur Pierre, ce commando devait vous enlever, les mecs sont en cavale, donc faites gaffe et tout. Voilà ce qu'elle nous a raconté et tout. » Parce que vous avez écrit et ils voulaient savoir qui avait balancé, donc ils voulaient vous travailler dans une cave, tralala. Bon, inutile de dire que j'ai regardé un peu avant de prendre mon scooter dans les jours qui ont suivi. Et puis je raconte ça à un bon ami, qui est le frère de quelqu'un d'incarcéré, dont la parole pèse et qui connaît ces narcos-là. Et je raconte l'histoire, et bien je vais voir mon frère aujourd'hui, je vais lui raconter l'histoire. Quand il revient du parloir, il repasse à la maison le soir, il me dit, écoute, l'affaire est réglée, on va faire passer le message, on va passer, je te le dis comme ça est arrivé, ça va peut-être faire flipper les gens, mais ça se passe comme ça dans ce monde. Le mec m'a dit, on va envoyer une équipe, voir les familles de tous ces gens, puisqu'on les connaît, on sait où ils habitent, puisque c'est des gens qu'on connaît bien. Et puis on va faire passer le message aux frères, aux sœurs, aux mères, aux pères, aux oncles, aux tantes, en disant s'il arrive un truc à ce mec, c'est vous qui ramassez, c'est vous qu'on découpe. Et puis moi, les flics belges m'avaient dit expressément, vous dites rien, monsieur Pierrat, vous médiatisez pas, à la Saviano, c'est con, j'aurais vendu des livres. Le lendemain, les flics belges me rappellent, en disant, ouais, Pierrat, on vous avait dit de pas le dire, on a l'Office central de lutte contre le crime organisé, là, parisien, qui nous a appelés pour nous dire qu'il y a une guerre des gangs qui se préparait. Et je mets un peu de temps à percuter, et je percute qu'en fait, le parloir de la prison est sonorisé par l'Oclo qui a mis des micros parce que les clients sont importants, et par hasard a entendu la conversation entre le frangin qui venait dire gna 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 et le mec incarcéré qui a dit, tu leur dis qu'ils sont tous morts s'ils touchent à GG l'embrouille. J'ai pas eu beaucoup d'emmerdes, mais
En 20 ans, j'en ai eu 2-3, quoi. Des petites piqûres de rappel où tu sais que voilà, faut jamais faire le malin. Et puis, il faut quand même faire attention. Il n'y a pas que des mecs intelligents, loin de là dans ce monde. T'as des gens méchants, violents, rancuniers. Mais moi, c'est pas pour ça que j'écris pas sur les voyous. C'est pas pour ça que je mets pas trop les noms. Carrément, je mets pas beaucoup de noms parce que je me sens pas l'âme ni d'un juge, ni d'un magistrat, ni d'un flic. Et c'est pas ce qui m'intéresse. De dire c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques qui ramènent de la drogue. Bon, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est comment ça fonctionne. Pourquoi on la ramène, qui l'achète, quand ça vaut, ça passe par où, ça implique quoi en termes de corruption, de déstabilisation des régimes, parce que c'est de ça dont on parle, in fine. Derrière l'anecdote du crime organisé, de dire il a caché le shit, regarde, incroyable comment il a aménagé la voiture. Oui, ça va te faire marrer sur le moment. Incroyable comment ils font. Non, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi le Maroc va laisser ces cultures qui sont censées être illégales, quel rapport ils ont avec les pays de l'Union européenne qui essayent d'endiguer ça, comment est-ce que la corruption va être endémique, galopante, enfin, il y a plein de choses. Quand un groupe criminel roumain installe des mendiants dans le métro, comme c'est le cas, les 3/4, je vais casser un plan, je suis désolé pour les mendiants roumains, les 3/4, ils travaillent, c'est structuré, c'est organisé, c'est de la traite des êtres humains, ce sont des victimes, ces mendiants, ils gardent pas l'argent pour eux. Quand t'as un mendiant comme ça, tu pourrais dire c'est de la petite délinquance de merde, à part lui qui ramasse au coin de la rue, finalement ça emmerde personne. Si, ça emmerde quelqu'un, parce que la Roumanie c'est dans l'Union européenne. Les euros là, collectés par ces milliers de mendiants en France, ils vont dans un groupe criminel. Cet argent retourne en Roumanie. En Roumanie, ce flux de pognon qui vient de Lyon, de Marseille, de Montpellier, de toutes les villes d'Europe, etc., avec ces mendiants, ça fait des millions d'euros à la fin du mois. Les millions d'euros, ils vont permettre de corrompre des politiciens roumains qui sont eux-mêmes au Parlement européen, qui votent les lois européennes, etc., etc. Bon, tu vois où je veux en venir. Voilà, tu peux déstabiliser les institutions avec un mendiant roumain dans le métro. Donc, c'est des sujets qui peuvent être anecdotiques comme ça, mais qui, dans le fond, derrière le Jojo a tiré sur machin, on a saisi 500 kilos de hache, bon, voilà, qui est la petite chronique des faits divers de ce monde-là. Derrière, il y a ça à creuser, tu vois. Il y a des vrais enjeux de corruption, de démocratie, d'économie, de démographie, de tout, n'importe quoi. Enfin, ça regroupe à peu près tous les grands champs d'études de la société. Donc, je ne vais pas faire l'intello, au-delà de ce que je suis, mais c'est aussi ce pan-là, moi, qui m'intéresse là-dedans. T'as jamais eu de lassitude ? J'ai eu un gros coup de mou il y a quelques temps. Je me suis dit, j'ai fait des docs, j'ai fait des livres, des articles, j'ai fait le tour un peu. J'ai vu des Georgiens, des Nigériens, des Roumains, tout ce que tu veux, des Mexicains, des Japonais, des mecs de site. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon. Au début, tu vois ça comme un polar. Je vais pas te mentir, tu le vois un peu comme un polar. C'est les cow-boys et les Indiens, les trucs, c'est le polar en vrai, quoi. Moi, c'était un peu ça au début, c'était le polar en vrai. On y est, quoi. Voilà, toi, tu le regardes à la télé, moi, j'y suis. J'y vais. En plus, comme je fais les trucs, j'ai vécu ce que c'est qu'un Goffin, j'ai vécu ce que c'est qu'un machin, j'ai des pirates au Nigeria, des machins, Bon, tu vois, j'en ai eu pas mal des aventures voyous, donc j'ai presque mené la vie, entre guillemets, tu vois, les actions. Mais au début, t'as un petit côté comme ça qui te fait marrer, aventureux, adrénaline. Et puis, au bout d'un moment, quand tu connais vraiment la réalité de ce monde, il n'y a rien de beau là-dedans, quoi. Ça te tape sur le système d'être là-dedans, parce que c'est quand même un milieu de merde, c'est noir, c'est anxiogène, tu ne parles que de trucs de prison, de mort, de trahison, de cam, d'embrouille, de trucs violents, de mecs bizarres, enfin tu vois, tu te lèves pas le matin, c'est pas l'ami du petit déjeuner, tu vois, non mais je veux dire, t'es pas là, tu montes pas sur ta bicyclette avec ton petit panier en osier, ton chapeau de paille et au milieu des tournesols, t'es merdeux direct, le matin tu mets un pied par terre, tu sais que ta journée va être foireuse. Donc j'en ai eu marre, au bout d'un moment j'ai eu une espèce d'overdose, c'est le cas de le dire, de tout ce monde-là. Il y avait un effet de recommencement perpétuel, tu vois. C'est pour ça que j'avais été un peu à l'étranger, essayer de chercher d'autres horizons. Mais finalement, je te dis, voyous de tous les pays, unissez-vous, parce que les mecs, c'est les mêmes. Tu prends un Japonais, un Marocain, un Mexicain, ou t'enlèves le folklore, le mec, il pense pas, il fait la même chose, et voilà, c'est le même mec. Quand t'es dans le journalisme, quand t'es très spécialisé, c'est compliqué aussi après d'en sortir. Moi, on m'appelle pour ça, on va pas m'appeler pour travailler sur la politique agricole commune européenne, forcément. Donc, du coup, moi, déjà, je peux difficilement
gentiment me recycler. Je suis tellement lié professionnellement, économiquement à ce monde. Il y a un mec pour qui le crime paye. Tu l'as devant toi. Pas beaucoup, je vous rassure, pas beaucoup. Moins que pour le voyou quand il réussit son coup. Mais nous, ça paye. Mais voilà, moi, c'est un métier aussi. C'est une passion, mais c'est aussi un métier. Et donc, il faut bien que je mange. J'ai des enfants qui vivent de l'argent du crime aussi. Donc, du coup, c'est un peu ma petite entreprise, ma petite PME, tu vois. Alors, ça te fait bosser, mais le revers de la médaille, c'est que tu es enfermé. Et moi, je suis enfermé dans un monde, où des fois, tu as un peu envie d'aller respirer. Moi, j'ai des mecs qui m'ont arrêté dans la rue, j'en ai 1000, qui me disent c'est le revers. Aujourd'hui, comme évidemment, les types connaissent un peu ma tête, ils viennent me brancher dans la rue. L'autre fois, j'avais 2 barjots, 2 jeunes, ils me disent là, on est dans le 93, on a une cuisine de crack. Une cuisine, c'est un endroit où on fabrique des galettes de crack. On a une cuisine de crack, tu veux venir filmer? J'étais avec mes enfants, je me souviens, ça date d'il y a quelques années, j'étais plus petit, j'allais au parc un samedi, pour te dire. J'allais au parc un samedi, je vois 2 mecs qui me regardent bizarrement depuis une terrasse. Je me dis, bon, ils m'ont reconnu. Je marche, j'entends courir derrière moi dans la rue. Ouais, monsieur. Je me retourne, c'est eux. Les mecs très polis, Monsieur, excusez-nous de vous déranger, vous êtes avec vos enfants, machin. J'ai dit aux enfants, bouchez-vous les oreilles, tiens, regarde la vitrine derrière toi. Et puis, qu'est-ce que t'as à me raconter, jeune? Et le mec, il me dit, avec mon pote, on fait du crack, à Aubervilliers, dans un paf pourri, Bon, j'y suis pas allé parce que je vais pas les filmer. Tous les mecs qui font des trucs illégaux de France, et je suis pas le service com de la voyoucratie française. Mais voilà, j'ai ce genre de truc. Donc oui, j'ai des sollicitations. Il y a des gens que je vais chercher, et puis il y a pas mal de types que je rencontre au fur et à mesure, voilà. Bon, après, avec le temps, tu en tires une certaine expérience, tu vois, de profil psychologique, professionnel, tu vois si le mec qui te raconte déjà ça tient la route, ça tient pas la route, d'où il est, voilà. Tu peux éviter de te faire enfumer. Parce que tu pourrais facilement te faire enfumer, te faire bananer, le mec te raconter n'importe quoi, ou bidonner, bon, il y a plein de mecs qui m'ont... genre dans la rue, ouais, c'est bidonné. PG dans la forêt, c'est un flic. Ah, bah oui, c'est les flics qui font ça pour nous noircir. Bon, tu vois pas bien l'intérêt qu'aurait la police à montrer qu'ils peuvent pas lutter contre des mecs qui ont des kalachnikovs, mais c'est pas grave. Oui, mais parce que regarde, la manière dont il tient son arme, ça c'est un militaire ou un flic, on le sait. Là non, juste un mec qui est pas débile et qui était au stand de tir, qui a regardé comment on faisait. Mais bon, voilà, donc après, tu vois, j'ai tout entendu aussi. Et je m'étais à la fin de ma carrière, j'en ferai un bidon sans le dire, puis je le balancerai après. T'as une surenchère en plus aujourd'hui, t'as une surenchère de l'image. Moi, quand j'ai fait Quête des Cités il y a 10 ans, il n'y a pas un mec qui voulait passer à la télé. Aujourd'hui, ils se filment eux-mêmes. Les types ont un rapport à l'image. Je vais te donner un exemple. Pendant des années, il y a 10 ans, je fais un doc sur Marseille, pour Canal. Ça s'appelait Marseille Gangster, avec un garçon qui s'appelle Sébastien Toen. Bienvenue à Marseille. Sa bonne mère, son vieux port et son milieu criminel. On a le plus grand mal à tourner un terrain. Un terrain, donc c'est, pour les gens qui ne savent pas, un lieu de deal dans une cité ou ailleurs, où est organisé le réseau de vente de stupes. Et les mecs veulent pas, à juste titre, en disant ça va mettre la lumière sur nous, les flics vont dire c'est quoi ces cons qui passent à la télé, envoyez-leur la cavalerie, on va reconnaître la cité, enfin bon, voilà. Donc on n'a pas envie. Vous venez pas, c'est compliqué, voilà. 10 ans après, je refais un film sur les règlements de compte, donc en plus le sujet un peu plus dramatique, pour RMC Story, là, la 23, qui est passée en septembre dernier, et dedans on y voit la cité Bassins, dans les quartiers. Alors, la cité Bassins, c'est une des plus... qui charbonne, comme on dit chez les voyous, c'est-à-dire qui vend le plus, qui travaille le plus, qui a un gros réseau de stupes, qui est le seul drive. On est servi à la portière, etc. Puis j'ai un copain, un voyou marseillais, qui m'a dit, je connais bien les patrons de ce terrain, viens, je vais t'emmener pour les rencontrer. Peut-être qu'ils vont accepter. À toi d'être bon, essaye de les convaincre. Ah, mais j'ai pas eu besoin de les convaincre. J'arrive, moi je leur dis, voilà, on va pas tourner les immeubles pour pas qu'on voit où c'est. Je vais te tourner dans les caves, cagoulé. Tu vas me sortir du produit pour crédibiliser ton discours, qu'on voit que t'es pas mon cousin à qui j'ai mis un passe-montagne. Et tu vas juste m'expliquer ton business. J'ai bien conscience qu'on va pas pouvoir le filmer. Voilà, je vais pas te foutre dans la merde. Et déjà, ça sera bien pour moi. Les mecs me regardent comme si j'étais débile mental. Ils me disent, mais pourquoi tu veux pas venir avec tes caméras? Je sais pas, tu vas avoir des ennuis. Ah non, nous on s'en fout. Ils ont pas pensé ça me fera de la pub, mais c'était pas loin, à mon avis, c'était pas loin. C'était pas formulé, mais c'était pas loin. Limite de l'exercice, encore une fois, interrogation déontologique, j'en ai quand même. Je vous rassure, j'ai une conscience. Je me suis posé la question. Et les mecs m'ont dit, ah non, non, t'es con, viens avec ton cadreur, t'en as même 2 avec des pieds.
limite le car régie avec la parabole sur le parking. Et les mecs me disent, je dis, je viendrai vers 11h midi quand tu ouvres le terrain, pour qu'il n'y ait pas trop de monde, que ça soit pas trop galère pour vous, que ça fasse pas fuir le client. Ah t'es con. Ah mais les mecs sont meilleurs que moi. Il me dit, non, viens 11h midi, tu fais tes interviews de nous, tranquille. Tu veux faire des choufs, des machins, enfin des guetteurs, des trucs. Tu fais ça avant, quand il n'y a pas trop de monde, on a le temps de te parler, parce qu'après on travaille. Et puis reviens vers 15-16h, 17h. Là, c'est le moment de chauffe, parce que les gens sortent du travail, et avant de rentrer chez eux, ils viennent pécho. Mademoiselle, bonjour. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Excusez-nous, mademoiselle. Ouais, un beau train, mon frère, s'il te plaît. Tiens, ma copine. Merci, ma soeur, c'est bon? Allez, à la prochaine. Au revoir. Puis effectivement, après j'ai compris. Le mec me dit, tiens regarde, on en a un snap. J'ai dit pardon. Et là le mec t'ouvre son snap, bon maintenant c'est commun, mais le mec t'ouvre son snap et t'as toute une vidéo sur Bassins qui présente le réseau, avec le produit du jour qui est filmé, les tarots, enfin les tarifs, les machins, bon voilà, j'ai compris. Après je me suis dit, effectivement, je suis là à avoir des privautés, à dire, on va reconnaître la voiture rouillée au fin fond du parking à côté du peuplier, on sent que c'est à Bassins. Alors le mec il a marqué Bassins, il y a l'adresse, il y a les horaires d'ouverture, il y a le prix du shit, oui, j'ai compris qu'ils s'en foutaient complet. Donc ça a complètement changé. Alors c'est beaucoup plus facile évidemment pour un mec comme moi aujourd'hui d'aller filmer ça. Alors après, ce qui met la barre encore plus haut. Parce que tu te dis, si ça, je le trouve sur Snap, moi, qu'est-ce que je montre? Il va falloir que j'aille au-delà. Bon, de toute façon, je ne me vais pas forcément filmer l'énième mec en cagoule avec Kalachnikov. Bon, voilà, je crois que j'en ai fait je ne sais pas combien, des allumés de tous acabits. Je continue de travailler sur ces sujets-là. J'essaye de monter des trucs... Bon, je travaille, je vais te le dire, sur les labos d'héroïne, tenus par la mafia albanaise, les routes turques, etc., les gangs criminels kurdes qui acheminent tout ça. Enfin bon, voilà, donc je travaille sur cette région-là, sur le trafic de coke avec l'Amérique du Sud, et j'essaye de faire étape par étape, partir des gros labos, les sous-marins. C'est la steppe un peu au-dessus, j'essaye de me mettre en slip dans un sous-marin, par exemple, tu vois. Bon, peut-être débile comme idée encore. Moi, je suis un peu comme un bourdon dans la bulle de verre. Je peux difficilement en sortir. Donc, pendant quelques temps, j'ai basculé en fiction totalement. Alors, j'écrivais toujours sur les mêmes trucs. Au début, comme consultant, parce que les gens venaient me voir pour avoir un peu une petite idée de ce monde. Et puis après, j'ai commencé à faire auteur, etc., etc. Donc, je bosse beaucoup sur la fiction. Mais il ne faut pas que je lâche le terrain pour ça, parce que sinon, je ne pourrais plus, évidemment, nourrir cette fiction. Sinon, je vais me retrouver comme certains réals qui ont quitté ces mondes-là depuis 20 ans et qui continuent de les chroniquer avec un petit anachronisme. Moi, je me suis assez pris au jeu, parce que, tu vois, j'aime bien parler, raconter des histoires. Donc, ça tombait plutôt pas mal. Donc, j'ai bossé sur... plein de différents projets, des films d'action, un truc de Julien Leclerc, qui s'appelle Braqueur d'ailleurs, comme le livre qu'on a fait Crédouane, et ça devait être une adaptation du livre, et puis il a changé son projet. J'ai bossé sur la saison 3 de Braco, avec Abdel Raouf Dafri pour Canal+. J'avais fait une série pour Canal, là, que j'avais inventée, avec un garçon qui s'appelle Jean-Alain Laban, Panthers, avec Tahar Rahim, John Hurt, voilà, que les plus jeunes ne connaîtront pas, mais bande originale de David Bowie, disons-le, on est tellement fiers que... Voilà, on va pas s'économiser ça quand même, si on s'envoie pas des fleurs, qui le fera. Au-delà de raconter l'histoire, ça te permet de montrer ce qu'on ne voit jamais. Là, je prépare un film de fiction que j'ai scénarisé, où justement, c'est mon travail. Mais là, pour une fois, on va y voir les coulisses. C'est-à-dire, c'est un mec qui fait un reportage, qui pourrait être moi, sur des histoires de voyous invités dans le truc. Parce que ça me permet, voilà, dans ce film, de montrer tout ce que je peux pas montrer moi. Donc là, effectivement, je mets en scène un journaliste, puis tu vois, il a 1000 galères ou 1000 trucs qui lui arrivent un peu barrés. Et voilà, c'est une manière aussi de le raconter. Moi, je peux te dire, les 3/4 des gens dont je te parle, ils sont morts. Alors, t'as les mecs flingués, t'as les mecs qui ont des vies comme dissolues, c'est-à-dire alcool, drogue, coke, tout ce que tu veux. Donc, tu vois, ils vivent pas très vieux. À part ceux qui ont fait beaucoup de prison.
qui les a un peu préservés. Tu vois, quand je te parlais des petits Louis Nantais, Bernard Madeleine, Roland Lamarmite, tous ces mecs, ils ont fait tellement d'années de prison qu'ils ont vécu très vieux. Donc soit tu vas voir des gens en prison, ça c'est dur quand même, tu vois. Moi, Redouane, c'est mon pote. Redouane, il va sortir quand, tu vois, il a 50 ans de prison à faire. C'est vraiment mon ami, c'est-à-dire c'est le copain avec qui tu vas au cinoche, qui tu sors, tu vois, donc forcément ça te fait mal au cœur. Bon, après c'est des vies qu'ils ont choisies et que voilà, tu vas pas, c'est comme ça, une vie de voyou. Mais soit je vais le voir au parloir, soit je le vois, il a un dernier procès, tu vois, pour son évasion, mais je le reverrai libre, je pense, dans 15 ans, tu vois, 20 ans. Il en aura 65 ou je sais pas quel âge. Bon, il s'évadera peut-être d'ici là. Troisième fois, donc peut-être qu'on le verra dehors. Non, je déconne, mais c'est pesant. Enfin, je veux dire, tu vois, d'enchaîner les enterrements, d'enchaîner les... Tu vois les mecs disparaître. De toute façon, c'est minant. C'est marrant quand je te le raconte comme ça. Tu te dis, putain, ouais, c'est comme dans les films. Oui, c'est comme dans les films. Hein. Donc quand il est sur le moment, tu dis, oh putain. Ah oui, c'est comme dans le film. Et les mecs, les armes, les trucs, les parrains, les trucs et tout. Puis après, au bout d'un moment, bah, c'est comme toujours des sales trucs. Tiens, t'es pas dans Ocean Eleven, quoi. Ils ont pas tous la gueule de Brad Pitt et de George Clooney, tu vois. Ils sont pas tous aussi sympas. Ils font pas tous des trucs aussi gentils que ça et sans haine, sans violence et voilà. Vraiment, j'en avais marre. Hein. J'avais même plus parlé aux mecs, ça me gonflait. Et puis finalement, voilà, je sais pas quoi te dire. J'ai commencé à remettre le nez un peu dedans. Alors, j'ai jamais coupé parce que je connais toujours tous ces gens que je vois régulièrement. Donc les gens me racontent les histoires, les trucs me tiennent au courant. Le fil est jamais coupé. Mais disons que je produisais plus là-dessus. Et puis là, je m'y suis remis un peu. J'ai des bouquins encore en préparation, justement des photographies un peu de ce monde actuel pour voir un peu où on en est 20 ans après. Et puis des docs pour les plateformes, voilà, plus des dossiers, des portraits de type. Bon, l'avantage, c'est qu'en ayant travaillé pendant de longues années sur pas mal aussi d'affaires, bon, on connaît les protagonistes, qu'on a des accès un peu particuliers et privilégiés pour certains dossiers. Mais je sais que ça aura une fin. Tu vois, il y a un moment où... je commence à avoir un certain âge. Je vais pas aller faire le zozo dans des Zodiacs jusqu'à 60 ans, tu vois. Puis à un moment, ça sera peut-être pathétique. Arriver à 70 ans, là, monsieur Pierre, les Kalachnikov, oh oui, mon petit, ça fait 40 ans que... tu vois. Bon, voilà, donc il y a un moment où, forcément, voilà. Non, j'écrirais bien des polars maintenant, tiens. Je suis pas sûr d'être très doué et d'en vendre plus de 2, mais au moins, ça va me reposer. Merci à Jérôme Pierrat pour son témoignage dont j'aurais pu encore faire au moins une demi-douzaine d'épisodes. Merci à Mathieu Thévenon d'avoir réalisé cette série pour Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.